Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, une mobilisation mondiale, c'est ce que décrète l'OMS face à la propagation du virus Ebola. Après la Sierra Leone et le Libéria, c'est au tour du Nigeria d'ordonner l'état d'urgence dans le pays. Madagascar a franchi une étape en sortant d'une longue crise politique en décembre 2013, mais la situation économique stagne comparée à celle de l'Afrique subsaharienne. Nous verrons pourquoi. Et puis cette belle leçon de vie de boxeurs ougandais, ils sont malvoyants mais rien ne les a empêchés de réaliser leurs rêves. Reportage dans cette édition. Après le Libéria et la Sierra Leone, le Nigeria décrète l'état d'urgence dans la lutte contre le virus Ebola. L'épidémie qui touche actuellement l'Afrique de l'Ouest a fait 2 victimes au Nigeria. 932 personnes ont perdu la vie depuis mars dernier sur plus de 1700 cas recensés. Le point sur la situation avec Graziella Chakunte. 932 décès en quelques mois. Jamais le virus Ebola ne s'était répandu aussi largement et n'avait fait autant de victimes. Face à l'ampleur du phénomène, la présidente de la Commission de l'Union africaine appelle à une réponse urgente et globale. Les gens doivent être sur leur garde parce que personne ne veut que ce virus se propage à travers le monde. Mais plus important encore, les pays qui ne sont pas touchés devraient aider ceux qui font face à ce problème. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a appelé les pays les plus touchés à décréter l'état d'urgence, alors que l'Union africaine planche sur la mise en place d'un centre de contrôle dédié à la maladie. Nous avons pris une décision en tant qu'Africains. Nous voulons mettre en place un centre de contrôle des maladies et on travaillera ensuite avec des partenaires mondiaux. Les États-Unis se sont déjà dit prêts à travailler avec nous, mais pas exclusivement. Nous devons travailler en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé sur cette question et d'autres partenaires qui pourraient être disposés à le faire. Du côté des pays voisins aussi, la menace est prise au sérieux, comme en Côte d'Ivoire où les marchés des zones frontalières ont été fermés et des comités de vigilance mis en place dans les villages isolés. Quant au reste du monde, l'heure est à la plus grande vigilance. À Djibouti, des contacts officieux ont eu lieu en juillet entre l'opposition et les autorités. Des discussions qui laissaient espérer une reprise du dialogue bloqué depuis les législatives controversées de février 2013. Mais ce timide espoir de détente a été atténué par l'annonce de l'arrestation d'un journaliste de La Voix de Djibouti, Florencia Simporé. Après 17 mois de crise politique post-électorale, le gouvernement djiboutien et l'opposition sont en passe de reprendre le dialogue politique. Des rencontres entre le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et le président de l'Union pour le salut national Ismaël Guédiared ont eu lieu en juillet dernier, redonnant ainsi l'espoir à l'ensemble du paysage politique de Djibouti à une entente cordiale. Ce dialogue a repris, néanmoins, avec toutes les peines que nous avons rencontrées, parce que seulement nous sommes devant une opposition qui est elle-même très largement divisée. Parce qu'il y a beaucoup de groupuscules au sein de cette opposition. Il n'y a que quelques partis qui sont reconnus sur les 7 qu'ils citent. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur les points sur lesquels il faut s'accorder avec le gouvernement. Depuis les élections législatives controversées en 2013, l'histoire politique de Djibouti est émaillée d'arrestations d'opposants qui contestent le régime actuel. Selon Reporters sans frontières, Mohamed Ibrahim Ouess, reporter à La Voix de Djibouti, a été arrêté vendredi à Balbala Ayablé, banlieue de la capitale djiboutienne, fait contesté par la majorité présidentielle. Il n'y a pas des journalistes qui sont arbitrairement arrêtés. Si Reporters sans frontières dit que M. Ibrahim est un journaliste, donc on aimerait bien savoir comment il est et pour qui. Je pense que cette information disant qu'un journaliste a été arrêté est une information qui n'est non seulement pas fondée, mais qui est fausse aussi. En dépit de ces conflits, l'opposition espère que le dialogue pourra reprendre de manière effective d'ici fin août. Des tentatives de reprise de discussion avaient eu lieu en août 2013, mais avaient rapidement tourné court. Le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et ses alliés ont désigné ce vendredi leurs représentants au sein de la commission électorale indépendante. Cette désignation complète la liste à 17 personnes après un consensus trouvé en début de semaine avec le gouvernement.
À présent, en direction Madagascar, le pays a franchi une étape en sortant d'une longue crise politique. Souvenez-vous, avec l'organisation des élections présidentielles et législatives en décembre 2013. Cependant, la situation économique stagne. En 2013, la croissance était de 2,6%. Explication avec Aminata Diak. Depuis 5 ans, le Madagascar traverse une crise économique sévère. La crise politique qui a débuté en 2009 a eu un impact négatif sur le développement socio-économique du pays. Plus de 6 mois après la prestation de serment du nouveau président R. Rajaorimampianina, la situation restait inchangée. À Antananarive, la capitale, les habitants restent sceptiques quant à l'amélioration de la situation économique et de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il n'y a rien pour le peuple. Regardez, il y a beaucoup de gens pauvres. Le problème ne sera jamais résolu. Je pense qu'ils ne se soucient que des intérêts des pays étrangers et ce n'est pas la bonne solution. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2010, 75% de la population malgache vit dans la pauvreté. Pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place une politique de croissance ambitieuse qui vise à améliorer les performances économiques et créer un demi-million d'emplois par an d'ici 2015. Un programme largement soutenu par les investisseurs étrangers sous certaines conditions. Tout cela a l'air bien, mais ce partenariat se fait sous plusieurs conditions. Tout d'abord, si vous avez un œil sur les relations internationales et sur l'histoire économique du monde, il devient évident qu'un pays doit pouvoir accepter sans discussion du FMI et de la Banque mondiale des conditions obligatoires dans la plupart des cas, et cela beaucoup d'économistes le disent. Cela ne porte pas nécessairement sur les performances économiques que pourra avoir le pays concerné. Autre préoccupation, le Madagascar doit également veiller au maintien de la stabilité interne et externe de sa monnaie pour soutenir le développement économique et rééquilibrer les termes des échanges commerciaux. Vous avez besoin d'une monnaie forte et stable. Si vous avez une monnaie avec une faible valeur d'amortissement, le coût du travail baisse. Mais aussi, il y a une autre conséquence directe sur le pouvoir d'achat de la population. Donc il est obligatoire que nous ayons non seulement une monnaie forte, mais aussi une véritable politique des taux d'intérêt pour les entreprises. Pour relancer son économie, le Madagascar peut compter sur son potentiel en ressources naturelles. Le pays est doté d'importantes richesses minières qui représentent 0,6% du PIB, un secteur dynamique et créateur d'emplois. Venons-en à cette belle leçon de vie de boxeurs ougandais. Ils sont malvoyants, mais rien ne les a empêchés de réaliser leurs rêves, comme nous l'explique Erika Oraga. Pour beaucoup d'Ougandais, la boxe est un sport phare. Nombreux sont les jeunes qui s'intéressent à ce sport. L'Ouganda, considéré comme la plate tournante de la boxe en Afrique de l'Est, continue d'inspirer d'autres boxeurs dans la sous-région. Parmi eux, Paul Mugambi, athlète kényan. Pour lui, être aveugle ne doit pas être un handicap à la pratique de la boxe. Il n'y a rien qu'un aveugle ne puisse faire. Je pense que nous pouvons faire tout comme tout le monde. C'est juste que nous n'avons pas eu la chance ni les bonnes opportunités comme les autres. Comme Paul Mugambi, la plupart des boxeurs ougandais ne se laissent pas faiblir par le handicap. À 41 ans, Ramadan Bachir se dit toujours inspiré lorsqu'il monte sur le ring. Je me sens bien parce que j'acquiers de plus en plus d'expérience. Je suis de plus en plus inspiré, mais ça devient compliqué parce que je n'ai pas l'habitude de me battre dans le noir. Le boxeur Ramadan Bachir a participé aux Jeux paralympiques de Pékin en 2006. Pour 2016, il souhaite représenter dignement l'Ouganda aux Jeux de Rio au Brésil. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.